Mes chers amis, mes chers amis, si chacun peut reprendre sa place, ce qui est en train de se faire. Bonsoir à tous et à toutes. Donc, avant de débuter nos travaux, je vais, comme à chacune de nos séances, inviter notre directrice générale des services à vérifier, en procédant à l'appel, que le quorum est bien atteint. Bonsoir, Monsieur Guy Geoffroy présent, Madame Métral-Bornet donne pouvoir à Monsieur le maire, Monsieur Delpuech présent, Madame Bredas présente, Monsieur Samingo présent, Madame Gautin présente, Monsieur Guilbault présent, Madame Mollard-Cadix présente, Monsieur Vignol présent, Madame Lodé-Demas présente, Monsieur Bourdeau présent, Madame Georget présente, Madame Savy présente, Madame Laforgue présente, Madame Lafont donne pouvoir à Madame Savy, Monsieur Luttmann présent, Monsieur Guise donne pouvoir à Monsieur Alamami, Madame Kozak présente, Monsieur Zawi présent, Madame Bourdelot-Le Roland donne pouvoir à Madame Kozak, Monsieur Alamami présent, Monsieur Loret présent, Monsieur Yumbi Ngamo donne pouvoir à Monsieur Loret, Monsieur Rank donne pouvoir à Monsieur Delpuech, Madame Vivian donne pouvoir à Madame Kirkali, Madame Kirkali présente, Madame Ilman donne pouvoir à Madame Gautin, Monsieur Waro présent, mais il va être installé. Madame Massé donne pouvoir à Monsieur Rouillet présent, Madame Adjeli présente, Monsieur Vrignot présent, Monsieur Rousseau absent, Monsieur Pelou absent et Madame Pelou présente. Merci. Monsieur Pelou donne pouvoir à Madame... Non, monsieur... Oui, je pense que Daniel Rousseau, effectivement, avait souhaité donner son pouvoir à Julie. Oui, oui. Bien. Alors, comme il a été indiqué au moment de l'appel, nous accueillons ce soir un nouveau collègue qui n'est pas totalement nouveau dans la gestion des affaires communales, puisqu'il a déjà siégé au sein du Conseil lors de précédents mandats, et je veux saluer son arrivée. Donc, je vous invite à accueillir notre collègue Jules O'Haraud, qui nous a rejoints. Vous vous doutez que débuter nos travaux ce soir est pour moi, comme pour vous tous, un peu particulier, parce qu'il se trouve que ce soir, c'est la première fois depuis l'installation de notre conseil municipal le dimanche 18 juin 1995 que notre assemblée se réunit sans Gilles à la Petite. Vous avez bien sûr toutes et tous appris son décès qui nous a meurtris, auquel nous craignons devoir nous préparer, mais que nous souhaitions tous ardemment ne jamais connaître, tant nous pensions, lui le premier bien sûr, il y a 10 ans, lorsqu'il avait été frappé durement déjà par la maladie, que ce qui était plus qu'une rémission, qui lui avait été présenté comme une guérison, était une véritable guérison. Malheureusement, la maladie a repris l'assaut. Il a lutté, vous le savez, avec des forces que peut-être peu parmi nous auraient à ce point et jusqu'au dernier souffle. Et il nous a quittés. Et le nombre, l'émotion, je dirais certaines formes de ferveur qui ont saisi toutes celles et ceux si nombreux qui étaient présents aussi bien en l'église Saint-Vincent qu'au cimetière le jour de son enterrement. Tout ceci donne bien l'image qu'il faut de l'importance qu'a représenté pour la commune, pour un nombre incroyable d'activités qui pouvaient s'y dérouler, dont il était un acteur, et très souvent non seulement un acteur, mais un initiateur, un promoteur. Combien tout ceci aura durablement
marqué la vie de notre commune. Bon, et j'ai eu l'occasion encore récemment, en prenant des nouvelles de Anne, son épouse, et de leurs 3 filles, j'ai eu, non pas à vérifier, mais à nouveau me représenter le drame que représentait pour cette famille, et au-delà pour tous leurs amis si nombreux et fidèles, cette disparition. Alors, je ne veux pas allonger mon propos, d'autant plus que j'aurai l'occasion, avec, je le sais, beaucoup d'entre vous, d'évoquer plus que sa mémoire, ce qu'il est encore et restera. Lorsque nous inaugurerons, plutôt nous baptiserons, l'équipement dont je vous parlerai dans quelques instants, qui est donc le complexe sportif du Paloisel, dont j'ai proposé à la famille qui l'a accueilli avec émotion, très touché de cette proposition. Donc quand cet équipement portera son nom, et ceci dans quelques semaines, parce que ce n'est pas faire redoubler la douleur que d'évoquer à nouveau, si près de sa disparition, sa mémoire, son action et son engagement, mais c'est au contraire prolonger dans la vie de la commune la vie de Gilles à la Petite. Donc, je voulais vraiment avoir ce propos introductif, et je ne veux pas passer à notre ordre du jour proprement dit sans le malheur s'acharnant souvent de manière terriblement injuste, évoquer une autre mémoire d'une autre personnalité de la commune, différente mais si attachante également, que fut Liliane Bourrica, qui a pendant de nombreuses années siégé ici dans notre conseil municipal, mais qui n'a pas limité son action de bienfaitrice dans la commune à sa présence au sein de notre assemblée, mais l'a démontré partout, et Dieu sait que ce partout était vaste, où elle a eu l'occasion de donner aux autres, d'apporter aux autres, de soutenir, d'accompagner les autres, en particulier dans ses activités sociales, associatives, au sein également de nos activités de trait d'union, mais pas que. Bon, Liliane a beaucoup accompagné depuis quelque temps son cher Jean, dont je veux ici saluer le courage dans la solitude qui est maintenant la sienne. Et c'est vrai que Liliane a beaucoup donné à tout le monde, et encore plus à son époux dans les moments de fatigue grandissante qui le saisissait, et c'est elle qui est partie, et nous l'avons bien sûr accompagnée, et je voulais ici bien sûr lui rendre hommage. Et si vous en êtes d'accord, aussi bien pour saluer officiellement dans cette salle de notre conseil à la fois la personne et la mémoire de Gilles, mais également la personne et la mémoire de Liliane, je nous invite à un moment de recueillement. Je vous remercie. Le premier point de notre ordre du jour, donc, après avoir installé notre collègue Jules Hoarau, est de procéder à la nomination. Ah oui, il me faut auparavant inviter à adopter le compte-rendu de notre précédente séance, dont nous a rendu compte en tenant la plume Juliette Brodas. Tout le monde a eu le compte-rendu
qui n'a soulevé aucune demande de modification, pas plus en séance. Je vous invite donc à l'adopter. Qui est favorable? Pas d'avis contraire ni d'abstention. Il en est ainsi décidé. L'ordre du tableau voudrait que ce soit notre collègue John Samingo qui aujourd'hui tienne la plume de notre séance. Il en est d'accord, nous visiblement également, il en est ainsi décidé. Oui, donc il nous faut désigner donc les membres des commissions dans lesquelles siégeait notre collègue et ami Gilles, hein, et il a été convenu avec Jules O'Haraud qu'il prenne succession donc dans les diverses commissions où siégeait Gilles, la commission aménagement et développement durable, la commission administration générale, finances et ressources humaines, la commission d'appel d'offres, où il siégeait en qualité de suppléant, et la commission consultative des services publics locaux. Alors j'ai mis bien sûr j'ai fait mettre des papiers sur nos pupitres, mais si vous en êtes d'accord, je vous propose de reconduire ces commissions, hein, qui incluent Gilles O'Haraud en lieu et place de Gilles Alapetite. Pas d'opposition, ni sur la méthode, ni sur la décision, pas d'abstention. Il en est donc ainsi décidé. Alors, le point numéro 2, c'est donc la dénomination de notre centre sportif Paloisel, qui est le seul de nos équipements sportifs couverts qui n'est pas de nom, hein, de personnalité. Nous avons le gymnase Allende, nous avons le gymnase Jacques Cartier, nous avons depuis septembre dernier notre dojo Jean-Luc Rouget, hein, et par contre le gymnase Paloisel, c'est Paloisel et il n'a pas de nom, et il m'était apparu, c'est ce que j'avais proposé à Anne Alapetite, donc que compte tenu de la très grande polyvalence sportive, hein, de Gilles Alapetite, et du fait qu'il a été pendant très longtemps à mes côtés adjoint au sport, que cet équipement porte son nom, hein, et comme l'avait souhaité, disons plus intimement, son épouse, qui s'en est confiée à moi en me rappelant l'échange que nous avions eu avec Gilles et avec Alain Mimoun le jour où Alain Mimoun était venu apporter son nom de baptême à notre parc des sports, hein. Nous avons convenu également que cette piste qu'il a tant foulée comme coureur, comme entraîneur, comme président de club, pourrait également porter son nom, hein, et c'est ce que je voulais vous proposer aujourd'hui d'adopter. Alors, est-ce qu'il y a des remarques ou des questions à ce propos? Il n'y en a pas. Je vais donc mettre aux voix. Qui est favorable? Pas d'avis contraire, bien sûr. Pas d'abstention. Il en est ainsi décidé. Je vous en remercie. Alors, le point 3 va nous être présenté par Éric, qui s'apprête, hein, qui a pris le micro. Hein, c'est l'actualisation de l'évaluation forfaitaire de l'avantage en nature véhicule pour l'année 2025. Merci, Monsieur le maire. L'article 34 de la loi numéro 2013-907 du 11 octobre 2013 a modifié l'article L. 2123-18-1-1 du Code général des collectivités territoriales, imposant qu'une délibération annuelle fixe les avantages en nature pouvant être attribués aux agents. Les avantages en nature, définis comme des biens ou services fournis par l'employeur à titre gratuit ou à un coût inférieur à leur valeur réelle, constituent des éléments de rémunération soumis à cotisation sociale et doivent être intégrés dans le revenu imposable conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale. L'arrêté du 10 décembre 2002, qui encadrait jusqu'alors l'évaluation forfaitaire des avantages en nature véhicules, a été abrogé et remplacé par l'arrêté du 25 février 2025. Ce nouveau texte modifie les modalités d'évaluation forfaitaire des véhicules de fonction, notamment en revalorisant les taux applicables selon le type de motorisation, le mode d'acquisition et la prise en charge ou non des frais de carburant. Par ailleurs, il est proposé d'actualiser la liste des agents bénéficiant d'un véhicule de service avec remisage à domicile dans le cadre des fonctions nécessitant des déplacements fréquents en dehors des horaires habituels.
Au vu de ces éléments, Monsieur le maire vous propose de bien vouloir actualiser les taux forfaitaires et ainsi que la liste des véhicules de service avec remisage à domicile pour l'année 2025, sachant que la Commission administration générale, finances et ressources humaines a émis un avis favorable à l'unanimité. Merci. Pas de remarques particulières. Je mets aux voix qui est favorable. Pas d'avis contraire, pas d'abstention. Il en est donc ainsi décidé. Éric, garde le micro pour la délibération suivante. Actualisation de l'indemnité forfaitaire d'utilisation de véhicules personnels. Merci, Monsieur le maire. Conformément aux dispositions du décret numéro 2001-654 du 19 juillet 2001, modifié, fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités territoriales, l'utilisation d'un véhicule personnel peut être indemnisée lorsqu'elle est rendue nécessaire par l'exercice normal des fonctions. Les trajets domicile-travail demeurent exclus de toute prise en charge, sauf dans le cadre du remboursement partiel des abonnements de transport en commun. Certains agents municipaux exercent des missions nécessitant des déplacements réguliers et indispensables, justifiant le versement d'une indemnité annuelle forfaitaire dès lors que l'organe délibérant détermine les fonctions essentiellement itinérantes. La délibération du 15 février 2016 qui instituait l'indemnité annuelle forfaitaire pour l'utilisation d'un véhicule personnel pour les besoins de service et fixer la liste de ces fonctions doit aujourd'hui être actualisée afin de tenir compte des nombreuses évolutions intervenues dans l'organisation des services et les missions confiées aux agents. Au vu de ces éléments, Monsieur le maire vous propose de bien vouloir actualiser la liste des fonctions itinérantes ouvrant droit au versement de cette indemnité, sachant que, là aussi, la Commission administration générale, finances et ressources humaines a émis un avis favorable à l'unanimité. Merci. Bon, je suppose que, comme pour la délibération précédente, tout ceci est suffisamment clair pour que nous puissions nous prononcer. Visiblement, c'est le cas. Donc, qui est favorable? Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est donc également décidé à l'unanimité. Et pour la délibération numéro 5, c'est toujours donc notre collègue Éric Alamami, modification du tableau des effectifs du personnel communal. Merci, Monsieur le maire. Afin de tenir compte des évolutions des organisations, des mobilités internes, des départs pour démission, disponibilité, détachement, mutation, retraite ou fin de contrat, il est nécessaire de créer des postes, de modifier des postes et de supprimer des postes inoccupés. Ce mois-ci, au sein de la direction de la petite enfance, pour assurer les missions dévolues au service dans les meilleures conditions et pour accompagner les familles qui en ressentiraient le besoin, il est proposé de faire évoluer le poste de chargé de mission réussite éducative au grade de psychologue en un poste de psychologue au sein de la direction petite enfance à compter du 1er septembre 2025. Aussi de créer un poste de directeur d'établissement d'accueil du jeune enfant renfort à compter du 1er octobre 2025. Au niveau du service formalité administrative, pour assurer les missions dévolues au service dans les meilleures conditions et suite au départ pour mutation de la responsable, il est proposé de modifier le cadre d'emploi du poste à compter du 1er septembre 2025. Ensuite, au sein de la direction de la communication, pour assurer les missions dévolues au service dans les meilleures conditions et suite au départ du webmaster, il est proposé de faire évoluer le poste en chargé de communication digitale et de modifier le cadre d'emploi du poste à compter du 1er septembre 2025. Au sein de la direction de l'action éducative, à la suite de l'inscription sur liste d'aptitudes d'attaché territorial dans le cadre de la promotion interne, il est proposé de modifier le cadre d'emploi du poste de directeur de l'action éducative à compter du 1er septembre 2025. Ensuite, dans le cadre de la démarche d'avancement de grade pour 2025, il est proposé de faire évoluer à compter du 1er octobre 2025 les postes suivants. Donc, évolution vers le grade d'adjoint administratif principal de première classe. Il y aura un poste de secrétaire au secrétariat de l'urbanisme, un poste de technicien informatique, un poste d'agent administratif polyvalent, un poste d'assistante de direction et un poste d'agent des affaires généraux. Ensuite, dans l'évolution vers le grade d'adjoint technique principal de première classe, il y aura 2 postes d'agent d'entretien, un poste d'agent d'entretien en crèche, un poste de plombier, 2 postes de gardien des équipements sportifs, 2 postes d'ADSEM, 2 postes d'agent polyvalent de restauration et un poste de responsable de relais. Dans l'évolution vers le grade d'auxiliaire de puériculture de classe supérieure, il y aura 3 postes d'auxiliaire de puériculture.
Dans l'évolution vers le grade d'adjoint d'animation principale de première classe, il y a un poste d'animateur, un poste d'agent chargé des régies, un poste d'animateur accueil de loisirs jeunesse et un poste d'assistante d'accueil de la petite enfance. Donc, au vu de ces éléments, Monsieur le maire vous propose d'adopter la modification du tableau des effectifs du personnel communal. Sachant que la commission, là aussi, administration générale, finances et ressources humaines, a émis un avis favorable à l'unanimité. Merci. Pas de remarques, pas de questions. Je mets aux voix qui est favorable. Pas d'avis contraire, pas d'abstention. Il en est ainsi décidé. Nous pouvons passer à l'avant-dernière délibération qui nous est également présentée par Éric Alamami. C'est la validation de la composition du jury de concours de maîtrise d'œuvre pour l'opération de construction d'un nouvel équipement public ayant pour vocation d'accueillir notre MJC ainsi que notre service jeunesse. Merci, Monsieur le maire. Comme elle s'y est engagée, la ville a décidé de construire un nouvel équipement pour la Maison des jeunes et de la culture. La réflexion engagée sur ce projet depuis de nombreux mois a abouti à la volonté de créer un équipement structurant en direction des jeunes destiné à devenir un espace de référence qui accueillera la Maison des jeunes et de la culture ainsi que le service jeunesse de la ville qui anime un accueil de loisirs 11-17 ans, un service d'information jeunesse, une microfolie ainsi qu'un Fab Lab, c'est un laboratoire de fabrication numérique. Selon le pré-programme travaillé en totale concertation avec la MJC et les services municipaux, la MJC qui bénéficie actuellement d'environ 615 m² entre ses locaux principaux et les locaux Albert Camus bénéficiera ensuite de 654 m² totalement dédiés, associés à 465 m² partagés avec le service jeunesse dans un équipement dont la surface totale est aujourd'hui estimée à 1273 m². La MJC maintiendra d'autre part son activité d'aquarophilie dans les locaux d'Albert Camus, qui est d'environ 56 m². Ce projet innovant et ambitieux vise donc à créer un espace dynamique, inclusif, partagé et fédérateur à l'identique d'un guichet unique pour proposer à la jeunesse de notre ville des activités culturelles, artistiques et socio-éducatives. Un espace où les jeunes et les moins jeunes pourront se rencontrer, s'exprimer, apprendre et s'épanouir dans des espaces dédiés ou partagés entre la MJC, 1149 m², et la direction jeunesse de 124 m². Dans le respect des intérêts de l'ensemble des acteurs de la ville, les attentes exprimées par chacun sont prises en compte. Les espaces mutualisés identifiés feront l'objet d'une occupation alternée entre la MJC et la direction jeunesse sur des temps distincts. Cette organisation vise à garantir une optimisation de l'utilisation des futurs locaux. Par ailleurs, les espaces extérieurs de ce site seront accessibles à l'ensemble des publics accueillis. Dans le cadre de ce projet, la ville doit recourir au service d'un maître d'œuvre afin de garantir la qualité architecturale, urbaine, environnementale et fonctionnelle du futur bâtiment. Compte tenu de l'importance de l'opération, dont le montant prévisionnel des travaux est estimé à 4 165 500 € TTC, hors études matérielles et mobilier, il y a lieu de recourir à une procédure de concours conformément aux dispositions du Code de la commande publique relative à la maîtrise d'œuvre. Ce concours devra être placé sous le contrôle d'un jury composé de personnalités qualifiées et d'élus municipaux appelés à rédiger un avis sur les prestations présentées et à proposer le lauréat au conseil municipal. Je rappelle que le jury est composé de membres avec voix délibérative, des membres de la commission d'appel d'offres et un tiers de membres possédant une qualification identique ou équivalente à celle des participants au concours, donc en somme des architectes. Et ensuite des membres avec voix consultative où il y aura un représentant des conseils de quartier, le président de la MJC, le directeur de la MJC et un représentant de chacun des groupes d'opposition. Donc, au vu de tous ces éléments, Monsieur le maire vous propose d'adopter la composition du jury de concours de maîtrise d'œuvre pour l'opération de construction d'un équipement public ayant pour vocation d'accueillir une MJC et un service jeunesse. Sachant que, là aussi, la commission administration générale, finances et ressources humaines a émis un avis favorable à l'unanimité. Merci. Et il en est de même pour la commission animation, épanouissement culturel et sportif. Très bien. Merci. Bon,
Oui, je me Oui. doutais que notre collègue Bernard Non. Pruneau souhaiterait intervenir. Il a donc la parole. Je vous remercie, monsieur le maire. Je voulais simplement poser une question. Alors, je ne sais pas si c'est l'objet, mais qu'est-ce qui a conduit, quels sont les éléments qui ont conduit à faire le choix d'une cohabitation avec la MJC et les services jeunesse, puisque actuellement, ce n'est pas le cas. La MJC est dans un bâtiment. Voilà. Donc, quels sont les éléments qui ont permis d'aller vers cette orientation-là? Merci. Je pense que nos amis de la MJC auraient pu tout autant que nous répondre à cette question. Et si vous la leur posez, ils répondront la même chose que moi. C'est le fruit de ce qui a été engagé depuis de très très nombreuses années entre la commune et la MJC, visant, s'agissant pour un bon nombre d'actions menées par la MJC, d'un public qui est le même, hein, et donc les occasions de rapprocher en coproduction, co-gestion, co-animation les deux structures dans l'esprit d'être plus globalement à disposition de nos jeunes, hein, ça ne date pas d'hier, et c'est dans cet esprit que lorsque nous avons approché la structure MJC, à la fois son conseil d'administration et son directeur, pour commencer à travailler sur ce que pourrait être le programme de locaux de la MJC, il est apparu assez rapidement que l'intérêt serait grand de pouvoir concevoir des locaux dont une partie, bien sûr, serait par la nature des activités dédiées à la MJC elle-même, hein. Tout ce qui se trouve dans les locaux actuels ont vocation à rester des activités de la MJC, une partie de ce qui se passe à Albert Camus, bien évidemment, mais qu'il y aurait un grand intérêt à ce qu'il y ait des animations conjointes ou des locaux qui pourraient, à des moments différents de la journée et de la semaine, être utilisés de manière aussi pertinente et complémentaire qu'il est possible de le faire entre les deux structures. Et c'est ainsi que le travail s'est organisé, hein, et moi j'ai veillé à ce que le programme global, donc des quelques 1200 mètres carrés, hein, indique bien, hein, ce qui relèverait par destination de la MJC elle-même toute seule, si on peut dire ainsi, de ce qui, par définition, lui reviendrait en partage, non pas partager les locaux en les divisant par deux, mais partager les locaux dans le temps dont les uns et les autres ont besoin. Le service jeunesse travaillant la plupart du temps à des moments qui ne sont pas exactement les mêmes que les activités de la MJC. Et puis, à quelques locaux qui pourraient être des locaux purement service jeunesse, si on peut les appeler ainsi. Donc c'est ça, le résultat de ce pré-programme qui va être finalisé par donc, le programme définitif sous la conduite du jury, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai souhaité que nous désignions le jury aujourd'hui, pour qu'il puisse valider le moment venu le programme définitif en vue, hein, de la consultation de la maîtrise d'œuvre. Hein, j'ai souhaité qu'il soit élaboré dans cet esprit, et je peux même dire que le texte de la délibération en lui-même a été soumis pour plus qu'avis, pour confirmation qu'il s'agissait bien de cela à la virgule près, hein, au directeur de la MJC qui a validé bien évidemment ce que nous avions écrit, pour qu'aucune difficulté n'apparaisse quant à l'interprétation que nous pourrions avoir, hein, de ce partenariat au long cours, hein, qui se resserre à cette occasion et qui sera profitable pour à la fois la commune et son service jeunesse, la MJC et l'ensemble de ses activités, et surtout pour notre jeunesse, hein, et l'ensemble des autres publics, hein, que la MJC draine, hein, puisque c'est la maison des jeunes bien sûr, mais c'est également la maison de la culture, et elle draine des publics de tous âges, de toutes origines, et
de tous objectifs, si je peux me permettre. Donc voilà en gros ce qui a guidé tout cela. Alors, il y a une autre chose qui a guidé la démarche que je vous propose aujourd'hui, c'est comme nous l'avons fait pour notre piscine devenue centre aquatique Camille Muffat, j'ai souhaité qu'il soit associé l'ensemble des élus. Bon, déjà au sein de la commission d'appel d'offres, il y a donc les élus représentant tous les groupes, mais j'ai souhaité qu'il y ait une voix consultative, certes, mais une voix qui puisse être apportée en plus de celle des membres de la commission d'appel d'offres par chacun des 3 groupes de notre Assemblée, afin que la contribution des élus à la réflexion, au jugement et à la décision soit la plus importante possible, sans oublier bien sûr nos amis de la MJC. Et j'ai pensé qu'il était tout à fait nécessaire qu'il y ait non seulement la représentation du conseil d'administration de l'association, son président ou celle ou celui qui le désignerait, mais également la représentation de la MJC dans la profondeur de son engagement quotidien au travers donc de la personne du directeur de l'association. De même que j'ai souhaité, vous l'avez remarqué, que soit également membre de ce jury avec voix consultative un représentant de nos conseils de quartier que nous avons approché, puisque non seulement il a marqué un très grand intérêt pour ces questions, mais qu'il est en plus très investi au sein d'une structure avec laquelle nous travaillons de plus en plus et de mieux en mieux en partenariat étroit, qui est le pacte de transition. Et donc, c'est à ce titre multiple que ce représentant des conseils de quartier figurera dans notre jury de concours. Voilà les explications complémentaires que je souhaitais vous apporter en m'efforçant de répondre à la question que vous avez posée. Pour parler mathématiques, la surface dont bénéficieront les usagers de la MJC, grâce à cet équipement, va doubler par rapport à la surface actuellement disponible. C'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. Et je sais que la question, il était pertinent de la poser le soir en commission, du coût. Le coût a été estimé par rapport à la surface, bien sûr, et à la nature du bâtiment, et notamment de la salle de spectacle, qui va être un élément phare, un élément clé de ce bâtiment par rapport à la salle actuelle de l'Oreille Cassée, qui a le grand mérite d'exister, que beaucoup regretteront pour son exiguïté et son charme un peu, on va dire, ancien, et tout ça dans la volonté d'un parti pris architectural et environnemental très prononcé, font que nous atteindrons, avec l'ensemble des équipements et des matériels qu'il faudra y mettre, un budget de 5 millions d'euros, très probablement, et c'est l'estimation qui en a été faite, et que nous suivrons, bien sûr, de très près pour ne pas qu'elle dérape. Voilà les quelques explications complémentaires que je souhaitais apporter grâce à votre question. Et je vous remercie de l'avoir posée. Visiblement, pas d'autres questions. Je vais donc mettre aux voix. Qui est favorable? Pas d'avis contraire, pas d'abstention. Il en est donc ainsi décidé. Et nous pouvons donc confier le micro pour la dernière délibération à Cyril Delpuech, qui nous invite à m'autoriser à signer la convention de partenariat relative à la création et au fonctionnement d'une cellule de veille éducative et d'accompagnement personnalisé dans le cadre du CISPD de Sénart. Merci, merci Monsieur le maire. En effet, conformément au programme de lutte contre les exclusions de juillet 2001, une circulaire du 11 décembre 2001 a créé les cellules de veille éducative. Il s'agit de mobiliser et de coordonner les intervenants éducatifs et sociaux, les professionnels de l'insertion et de la santé pour repérer les jeunes en rupture ou en voie de rupture scolaire et leur proposer une solution éducative et d'insertion. Il revient au président du Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance de Sénart, associé au maire des communes membres, de conduire la mise en œuvre de ces cellules, considérant que celles-ci doivent tenir compte du contexte local. Notre communauté d'agglomération Grand Paris Sud s'est saisie de ces cellules de veille dans le cadre du Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance de Sénart, sous la présidence donc de M. Guy Geoffroy, maire de Comble-la-Ville, et dans le cadre de la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance 2023-2027.
Sans pour autant se substituer aux dispositifs existants, la démarche doit être à la fois locale et collective et constituer une spécificité trilatérale, continuité, réactivité, capacité de réponse aux situations inédites. La cellule doit s'articuler autour d'une posture neutre et bienveillante, de compréhension du jeune en situation préoccupante et doit agir à 2 degrés. D'une part, en prévention, sur les processus de décrochage pouvant être repérés par des signes avant-coureurs. Le décrochage est rarement la résultante d'une rupture brutale. D'autre part, par alternative, lorsque le décrochage est établi et qu'il semble difficile de réintégrer le jeune dans un parcours éducatif dit classique, le travail collégial de la cellule doit lui permettre de poursuivre son intégration par d'autres voies et de bénéficier d'une offre éducative adaptée à la situation spécifique. La cellule de veille éducative et d'accompagnement personnalisé doit être en mesure de soulever les différents leviers nécessaires à la résolution d'une situation en décrochage en cours ou effective, à tout niveau de temporalité, aussi bien dans l'immédiat qu'à court ou long terme. Sa capacité de réactivité est une des composantes essentielles à la réussite du projet. Sa mise en œuvre dépend de la création d'une instance réunissant l'ensemble des partenaires acteurs ou coproducteurs de l'éducation et de l'insertion sociale et professionnelle du territoire. La présente convention, que vous avez donc bien sûr en pièce jointe, a pour vocation de délimiter le cadre juridique, de préciser le protocole de mise en œuvre et de définir les obligations des membres de la cellule d'évaluation et d'accompagnement personnalisé. La commission prévention, épanouissement éducatif, social et citoyen a émis un avis favorable unanime. Et monsieur le maire, vous prie de bien vouloir en délibérer. Oui, nous ne revenons bien sûr pas sur le texte de la Convention en elle-même et sur l'importance du nombre et de la qualité des signataires. Vous avez vu que parmi les signataires, outre votre serviteur et le président de Grand Paris Sud, le procureur de la République, la direction départementale de la PJJ, l'inspection académique, le conseil départemental. Enfin, vous voyez qu'en plus de tous les maires de l'agglomération, il y a un vrai partenariat dans cette direction. Pas de questions, pas de remarques, je mets aux voix. Qui est favorable? Pas d'avis contraire, pas d'abstention. Il en est donc ainsi décidé. Nous pouvons passer aux questions qui nous ont été soumises en application de notre règlement intérieur. La première, si vous voulez, il y a 2 questions du groupe Agissons pour Combes et une question du groupe majoritaire. Donc on va peut-être commencer par la première question du groupe Agissons pour Combes. Et je laisse la parole à celle ou celui qui la présentera. Merci, monsieur le maire. Monsieur le maire, messieurs, dames, les conseillers municipaux, la continuité du service public est une préoccupation majeure pour nos concitoyens, notamment en période de grève. Je ne sais pas si on m'entend. Ouais. Nous souhaitons vous interroger sur la mise en œuvre de l'efficacité du service minimum en cas de mouvement social. Pourriez-vous nous fournir des informations détaillées sur les services essentiels pour lesquels un service minimum est garanti, les modalités de communication avec les usagers pour les informer en temps réel de la situation, ainsi que les mesures prises par la mairie pour s'assurer que le service minimum est effectivement assuré et qu'il répond aux besoins des habitants. En vous remerciant. Merci. Alors, sans vous faire le reproche de l'intitulé service minimum, que l'intitulé abondamment utilisé, mais par erreur, la loi n'a jamais instauré un service minimum qui conduirait une collectivité à effectuer à titre minimum le travail qui relève à une autre entité administrative, en l'occurrence quand il s'agit par exemple des écoles d'éducation nationale. On a trop rapidement, quand je dis on, c'est notamment les médias, trop rapidement parlé de la loi créant le service minimum à la charge des collectivités. Il ne s'agit pas de cela, il s'agit d'une possibilité offerte par la loi, d'une garantie minimale de prise en charge des enfants, lorsqu'il s'agit des écoles et de la petite enfance, par exemple, ou la garantie minimale de prise en charge des déchets ménagers lorsqu'il s'agit de la collecte des déchets, mais c'est un autre sujet qui ne relève pas totalement de la dimension communale. Alors,
C'est la loi du 20 août 2008 qui a créé ces dispositions en cas de grève. Cette loi repose, et il faut le rappeler, sur le volontariat. Les communes n'ont pas obligation de mettre en place ce dispositif, et si elles le font, c'est lorsque, par exemple, dans les écoles maternelles et élémentaires, le nombre de grévistes enseignants dépasse 25% de l'effectif. Nous nous sommes aperçus très rapidement, avant de prendre quelques décisions que ce soit, que compte tenu du droit des enseignants de ne faire connaître leurs décisions qu'au tout dernier moment, la capacité que nous aurions de vérifier que nous sommes à 25% et pas en dessous, et donc d'envisager de mettre un service dit minimum, serait extrêmement limitée. Et nous avons toujours souhaité deux choses. La première, c'est assurer, quelles que soient les conditions dans lesquelles on soit amené à le faire, un service public de qualité pour les enfants en particulier, puisque pour nous, il s'agit surtout de nos écoles et la petite enfance. Et j'ai à cœur une autre dimension que je me permets de vous présenter, qui est celle de ne pas entraver le droit de grève. Et s'agissant en particulier de ce qui nous concerne, c'est-à-dire l'accueil dans le cadre de la petite enfance, si nous mettions en place un service minimum alors même que nos personnels disposent pour cette activité du droit fondamental et sacré qui est le droit de grève, ceci ne manquerait pas de créer des difficultés. Je ne veux pas et je ne serai jamais un briseur de grève. Chacun assume sa responsabilité, et la mienne est de permettre à chacun de pouvoir disposer de son libre choix de travailler ou de ne pas travailler. Nous n'avons donc pas mis en place ce service dit minimum. Par contre, comme vous l'avez soulevé à juste titre, la continuité du service public est un principe fondamental inscrit dans notre droit administratif et répété en de nombreuses occasions par toutes les juridictions, y compris le Conseil d'État dans quelques arrêts, dont l'un qui date de plus de 75 ans maintenant, c'est l'arrêt d'Euen de 1950, qui rappelle que même en cas de grève, les services publics doivent assurer un fonctionnement minimal pour répondre aux besoins essentiels des populations. Donc, lorsqu'il y a un mouvement social dans notre commune, un mouvement social national qui a des répercussions dans notre commune, parce que je voudrais rappeler ici, ce qui n'est peut-être pas inutile de rappeler, que depuis plus de 30 ans, où j'exerce les fonctions de premier magistrat de cette commune, il n'y a jamais eu de mouvement social de personnel au sein de la commune pour des raisons liées à l'activité des services de la commune. Donc, quand il y a une grève dans nos services, c'est une grève nationale qui a sa répercussion pour ceux qui souhaitent faire cette grève dans notre commune. Donc, dès que nous sommes prévenus pour les écoles et la petite enfance de nos personnels qui ne pourraient pas assurer leur service, et des classes dont nous savons qu'elles n'auront pas d'enseignants, nous prévenons les parents grâce au portail famille et à tous nos moyens de communication à leur direction, des fermetures de classes, éventuellement de l'incapacité à ouvrir le service de restauration, ainsi qu'éventuellement le service d'accueil pré- et post-scolaire. Lorsque la grève toucherait les services techniques et la collecte des déchets, un plan de réorganisation est mis en place pour prioriser les secteurs où les interventions urgentes, et ça nous le faisons bien évidemment en lien avec le CIVOM. Et lorsqu'il s'agit d'une grève qui toucherait l'accueil du public, nous conservons toujours un service minimum, du moins un fonctionnement minimum, visant à assurer la délivrance des actes essentiels. Ça concerne la plupart du temps et exclusivement notre service dit des formalités administratives, où bien évidemment nous veillons à ce qu'aucune famille ne puisse se trouver devant l'impossibilité de venir à l'accueil de la mairie et dans le service, en particulier lorsque, et ceci malheureusement se produit régulièrement, une famille est frappée par le deuil et que les formalités ne
doivent pas être retardés. La communication est faite auprès des usagers parce qu'il est important de la faire grâce à nos réseaux sociaux, au site internet, aux panneaux lumineux, ainsi qu'aux logiciels métiers. Je vous parlais tout à l'heure du portail famille qui permet un lien direct avec les familles. Par ailleurs, les accueils physiques et téléphoniques, quand les personnels sont en poste de la commune, sont mobilisés pour répondre aux questions des habitants. Bien que nous n'ayons pas mis en place le service prévu par la loi de 2008, nous garantissons bien la continuité du service public, ne serait-ce que par l'information que nos concitoyens doivent avoir de la capacité de tous ces acteurs à être sur le terrain dans le respect du droit de grève. Je vais maintenant passer la parole, je pense, à Cyril Delpuech qui pose la question présentée par le groupe majoritaire. Merci, Monsieur le maire. Lors de la phase 3 de la carte scolaire, la direction académique des services de l'éducation nationale a confirmé la fermeture de classes dans les écoles de Loré-du-Bois et de la Tour d'Aleron, mais a annoncé une ouverture de classe à l'école élémentaire de Lanoux, une ouverture que nous appelions de nos voeux depuis plusieurs mois. Même si nous regrettons bien sûr la fermeture de 2 classes, nous constatons que cette ouverture de classe a été obtenue dans le cadre de nos relations étroites et loyales avec notre inspection de circonscription. Que dire alors de l'intérêt soudain et étonnant constaté avant l'été de certains élus quant aux 2 fermetures annoncées? Que dire de cette agitation, de cette présence inédite qui n'aura débouché sur rien, puisque seuls les effectifs font foi quand il s'agit d'attribuer des moyens supplémentaires, surtout dans le contexte budgétaire connu de tous? Pouvez-vous, monsieur le maire, nous faire part de votre analyse sur ce bilan de la rentrée 2025 concernant la carte scolaire? Je vous remercie. Merci. Il est effectivement toujours utile de faire un bilan de la rentrée scolaire et de le faire de la manière la plus objective possible, en rappelant, et je reprends un des termes employés dans la question, notre constante loyauté réciproque avec l'éducation nationale et notamment avec nos inspectrices et inspecteurs successifs de la circonscription avec lesquels nous avons toujours travaillé dans la clarté, la transparence et le respect mutuel. Nous savions en effet, dès l'étape 1, celle du mois de janvier-février de la carte scolaire, que les effectifs tels que nous pouvions les prévoir dans 2 écoles, celle de Loré-du-Bois élémentaire et celle de la Tour d'Aleron, devenue école primaire, pourraient inquiéter au point d'entraîner, si la tendance persistait, un chiffre global tellement faible qu'il entraînerait la fermeture de classe selon les critères généralement retenus par l'éducation nationale. Je voudrais rappeler à cet égard qu'il y a encore quelques années, les critères de l'éducation nationale, c'était on ouvre ou on ferme en maternelle à partir de 30 et on ouvre ou on ferme en élémentaire à partir de 27. Bon. Nous n'en sommes plus là. Sur notre commune, toutes classes confondues, la moyenne d'élèves par classe n'est plus de 30 en maternelle et de 27 en élémentaire, elle est de 24 sur l'ensemble de la commune. Qu'on le veuille ou non, qu'on en pense ce que l'on veut ou non, les moyens mis à disposition par l'éducation nationale au fil du temps et jusqu'à cette année conduisent à constater que le nombre moyen d'élèves par classe n'a jamais été aussi faible que ces années dernières sur notre commune. À Loré-du-Bois, nous avions 182 élèves attendus qui se sont retrouvés à la rentrée 2025. Avec les 8 classes existantes lors de l'année scolaire précédente, nous avions, et je rappelle le chiffre de 24 en moyenne, déjà très faible par rapport au chiffre antérieur, nous avions une moyenne par classe de 22,75. Quand on est à 23,95 ou quand on est aux alentours de 24, dans la moyenne telle qu'on la constate, le dialogue est engagé, des solutions sont envisagées, quelquefois elles sont constatées en fonction de l'analyse que l'on partage avec l'inspection.
Une fois la fermeture prononcée, ce qui a été le cas à l'issue de la phase 3, celle de la rentrée, la moyenne est de 26 dans cette école. À l'école primaire Tour-d'Aleron, 205 élèves constatés. Avec les 9 classes, nous étions à 22,77. Et avec 8 classes que nous avons constatées à la rentrée, 25,62. Nous avons, comme nous l'avons toujours fait valoir auprès de l'inspection les arguments qui devaient être présentés, à savoir que la toute nouvelle école primaire de la Tour d'Aleron, puisqu'on réunissait les cycles élémentaires et maternels au sein de l'école primaire, certes, aurait un nombre de classes supérieur à ce qu'était le nombre de classes de la maternelle seule et de l'élémentaire seule, mais que quand on est dans un nombre relativement faible, 9 classes en tout, regarder les conséquences du nombre d'élèves par classe quand on passe de 9 à 8, ça pose toujours un problème et qu'il fallait regarder cela de près. Et notre corps d'inspection avait fait le choix de surveiller cela. Malheureusement, la phase 2, à la fin de l'année scolaire précédente, ne donnait pas d'encouragement par rapport à l'analyse qui pouvait en être faite. À Lorey-du-Bois, nous faisions le même commentaire, nous permettant d'insister, non pas sur la fragilité de l'école en tant que telle, mais sur le fait que cette école a une population plus partagée, plus équilibrée entre certains secteurs plutôt pavillonnaires du Bois-l'Évêque d'un côté et moins pavillonnaires et plutôt ville nouvelle dans le secteur proche, par exemple, de la rue d'Icare. Nous savons que nos inspectrices successives ont regardé les choses et les ont fait valoir. Malheureusement, les chiffres parlent d'eux-mêmes et les gesticulations des uns et des autres n'ont rien pu y faire. Et notre collègue Cyril Delpuech a fait usage de bienveillance en évoquant des élus. Moi, je serais moins bienveillant en donnant un nom à ces élus. Et parmi ces élus, je voudrais parler du rôle qu'a tenté de jouer dans cette affaire notre député, qui a oublié une chose. Comme elle l'a oublié, comme nous sommes filmés, que nos concitoyens peuvent nous entendre, nous voir et ensuite nous lire, je voudrais rappeler que l'affectation des enseignants dans une école, ce n'est pas l'affaire du maire. Que le maire n'a aucune responsabilité dans le fait qu'on ouvre une classe, on en ferme une, c'est-à-dire qu'on donne un professeur ou on en retire un. C'est l'éducation nationale. Et l'éducation nationale a un budget. Et ce budget, il est voté par le Parlement. Et au Parlement, il y a les députés. Moi, je fais le constat que notre député a estimé utile, en pleine responsabilité, de considérer que le projet de loi de financement de la sécurité sociale présenté par Michel Barnier était tellement mauvais qu'il devait entraîner la censure du gouvernement. Elle a voté la censure du gouvernement et le gouvernement est tombé. Par contre, je fais le constat que notre député n'a pas jugé que le budget de l'État présenté ensuite par le gouvernement suivant était si mauvais qu'il fallait entraîner la censure. Et notre député n'a pas voté la censure contre le budget à partir duquel les moyens ont été donnés à l'éducation nationale au niveau national, au niveau rectoral, au niveau académique, donc au niveau départemental et dans notre commune par la même occasion. Donc s'il y a quelqu'un parmi les élus qui peut porter la responsabilité du fait qu'on a dû prendre 2 postes à Comblaville dans nos écoles, c'est notre député, ce n'est pas le maire. Et je pense que notre député, qui peut-être aurait l'intention de devenir maire, donc de ne plus être député, non cumul oblige, devrait se souvenir de ça, et si elle ne s'en souvient pas, je pense qu'un certain nombre parmi nous, votre serviteur le premier, sauront le lui rappeler. Par contre, nous n'avons jamais eu l'occasion d'entendre le plaidoyer positif, cette fois-ci, de notre cher parlementaire,
quant à l'éventuelle nécessité de s'intéresser à l'hypothèse de l'ouverture d'une classe à l'école de Lannou. Nous l'avions fait. Nous l'avions fait. Nous l'avions fait et nous avions alerté l'inspection académique en disant que comme sont sectorisés sur l'école de Lannou les enfants qui viendraient à arriver dans les nouveaux logements construits sur le site des Brandons et que les livraisons de logements avaient commencé et se poursuivraient, il faudrait veiller à regarder les effectifs de près et à ne pas écarter l'idée et la perspective de création d'une classe si, à la rentrée, les effectifs devaient y conduire, ce qui s'est avéré effectif. Et donc, votre serviteur qui a été accusé de la fermeture d'une classe à Loré-du-Bois, d'une classe à la Tour d'Aleron et qui n'y est pour rien, par contre, peut s'honorer d'avoir attiré l'attention toujours bienveillante, par loyauté et respect réciproque de l'inspection, quant à l'ouverture de la classe de Lannou à la Sansonne. Donc merci d'avoir posé la question, parce qu'il fallait que ces choses soient dites, parce que c'est l'exacte et stricte vérité. Je termine le propos en indiquant qu'à cette rentrée de l'année 2025, nos écoles perdent 75 élèves, ce qui représente l'équivalent de 3 classes. Et nous avons eu 2 fermetures et une ouverture, moins une. Donc là où nous aurions pu perdre 3 classes, nous n'en avons perdu qu'une. Et ce n'est pas le fait de l'agitation malencontreuse d'un certain parlementaire qui s'ingénie à nuire plutôt qu'à créer, mais c'est notre action toujours efficace, constructive, loyale, intelligible et intelligente avec l'éducation nationale. Et l'homme de l'éducation nationale que je suis en est, permettez-moi de vous le dire, totalement fier. Merci en tous les cas d'avoir posé cette question. La dernière question que nous pose le groupe Agissons pour Combes, la deuxième, donc je passe la parole à celle ou celui qui la pose. Monsieur le maire, je vais résumer la question pour être plus simple. Où en est-on du projet de création de la maison médicale sur Combles-la-Ville face aux multiples demandes des citoyens qui cherchent désespérément des médecins et kinésithérapeutes et autres? Voilà, donc c'était un projet, je sais que vous aviez. Donc, où en est-on aujourd'hui? Je vous remercie. Merci de cette question qui va me permettre de compléter l'information que j'ai récemment donnée à nos concitoyens sur le niveau d'engagement dans lequel nous sommes sur ce sujet, que vous savez être très délicat et qui concerne toutes les communes de France, et particulièrement les communes de Seine-et-Marne, puisque, je le rappelle, nous sommes dans le peloton de queue, nous, Seine-et-Marnais, sur l'ensemble du territoire hexagonal et ultramarin de France quant à la présence médicale. Nous sommes l'antépénultième, ce qui n'est pas une énorme performance. Nous avons débuté dès l'engagement que nous en avions pris et dès que la crise sanitaire nous a laissé un peu plus tranquilles. Donc, à la sortie de l'année 2020, nous avons débuté un dialogue que j'ai souhaité le plus large possible avec l'ensemble des professionnels de santé de la commune. Les médecins, bien sûr, qu'ils soient généralistes ou spécialistes, mais également toutes les autres professions de santé que j'ai invitées dans cette salle et qui avaient assez nombreux répondu à mon invitation. Donc, des informations sur la volonté de la commune d'accompagner ou de pousser ou d'initier un projet qui permettrait d'améliorer l'offre médicale. Donc, sont nées quelques réponses, et notamment une venant du cabinet médical du Vieux Pays, avec lequel nous avons travaillé à de multiples reprises lors de réunions avec l'ensemble des praticiens de ce cabinet, dont les conditions d'exercice actuelles ne donnaient pas satisfaction et qui souhaitaient pouvoir non seulement subsister, mais créer une attractivité supplémentaire en envisageant des locaux nouveaux. Nous avons tenu plusieurs réunions de travail.
avec le concours de l'Agence régionale de santé, toujours présente à nos côtés, de l'Union régionale des professionnels de santé et son représentant extrêmement compétent, délégué aux actions territoriales, qui se nomme David Bresson. Et nous avons émis plusieurs hypothèses de construction de nouveaux locaux, avec toutes les aides que nous pourrions contribuer à apporter, qu'elles viennent du Conseil régional Île-de-France ou de l'État lui-même par l'intermédiaire de l'Agence régionale de santé. Nous pensions tous ensemble avoir une occasion, disons, de faire déboucher ce partenariat dans le cadre du projet en cours de construction en face du marché, mais pour des raisons qui sont tout à fait intelligibles, qui les regardent et que je respecte. Donc les professionnels de cette maison médicale ont renoncé à cette idée au profit d'une autre sur laquelle ils sont en train de travailler, d'ailleurs avec le concours de l'URPS et de l'ARS, et avec un regard très bienveillant de la commune sur le site actuel, qui est le leur, rue Sermenoise. Parmi les difficultés qui avaient fait achoper le projet, outre les questions qui ne sont pas neutres de montage financier, il y avait également le fait, et moi je partageais le sentiment de cette maison médicale, que les professionnels de santé souhaitaient tous aller dans le nouveau lieu s'il était créé, alors que le fait qu'un ou deux de leurs professionnels ne rentrent pas dans la liste des subventions possibles accordées par l'ARS bloquait le dispositif, et nous l'avions tous regretté, mais l'ARS avait fait valoir que c'était la position de l'État. Alors je dois préciser que ça ne sera pas utile pour eux, mais ça sera utile pour d'autres. Ayant pris note de cette difficulté, je m'en suis ouvert au sein du conseil d'administration de l'ARS régionale, dont je suis récemment devenu vice-président, pour regretter qu'il n'y ait pas, en fonction des situations locales, des aménagements possibles, des dérogations possibles à cette règle trop stricte. C'est tout le monde ou c'est personne, en quelque sorte. Et j'ai eu du directeur général de l'ARS régionale l'engagement que sur ce sujet, l'ARS pourrait accepter au cas par cas de dialoguer et d'envisager dans des mesures intelligentes, compréhensibles, mais qui n'ouvriraient pas la boîte de Pandore, quelques dérogations. Donc tout ceci n'a pas été inutile. Nous avons poursuivi notre action en faisant le constat, et cette fois-ci je le fais dans le cadre du groupe partenarial auquel je participe au niveau de l'ARS départementale, que le nombre d'équipements neufs construits ex nihilo ou reconfigurés par les communes qui en feraient l'acquisition de lieux médicaux qui n'ont finalement pas pu ouvrir parce qu'au moment d'ouvrir, il manquait un médecin généraliste sans lequel ces lieux ne pouvaient pas ouvrir. Ces constats ont été faits qui nous ont conduits à nous poser la question, est-ce qu'on continue à essayer de débaucher, excusez le terme, j'en vois pas d'autres, des médecins ailleurs en leur disant qu'on est meilleur et qu'ils viennent travailler chez nous? Tout ceci ne fonctionne pas, ne fonctionne plus. La vraie question, c'est celle de l'avenir et de l'attractivité pour, à l'avenir, quand le vivier des médecins va commencer à se reconstituer, pouvoir être attractif, ce qui m'a conduit, toujours en parfait accord avec l'URPS, l'ARS et la nouvelle communauté professionnelle territoriale des professionnels de santé, la CPTS, qui s'est créée sur Sénart, que j'ai reçu récemment. J'ai soumis ce projet qu'ils ont tous jugé excellent et porteur d'avenir, de création de locaux dont la commune prendra l'initiative en vue d'accueillir les futurs médecins juniors. Les médecins juniors vont commencer à exister à partir de la rentrée 2026. Le décret mettant en œuvre la loi qui les a créés vient d'être récemment publié. Et à partir donc de novembre 2026, les médecins juniors, qui seront les internes quatrième année,
déjà thésés, donc déjà doctorants, qui pourront donc déjà consulter sans la présence à leur côté du maître de stage. Donc ces médecins juniors pourront constituer le vivier des futurs médecins, et nous avons donc désigné, j'ai proposé le terme et mes interlocuteurs partenaires l'ont accepté et validé, de pépinière des médecins juniors. Et nous allons donc, lorsque nous allons reconstruire très prochainement les locaux de notre pôle social et de notre police municipale sur le site actuel, nous allons réserver 200 mètres carrés de locaux que nous mettrons à disposition de cette pépinière, dont le contenu, le profil est en cours de définition entre l'URPS et la CPTS, puisque quand nous les avons reçus avec Muriel Gottin lors de notre rencontre de fin août, nous leur avons indiqué que nous n'avions pas la main, ne souhaitions pas l'avoir sur le contenu du projet, que c'est eux qui le définiraient, dans l'esprit sur lequel nous tombions d'accord, et que donc il nous reviendrait ensuite de déterminer le programme des locaux à l'intérieur de ces 200 mètres carrés à partir du projet qu'ils vont nous présenter. Et tous ont salué l'initiative. Et j'ai su par la déléguée départementale de l'Agence régionale de santé que ce serait le premier projet en Île-de-France de cette portée, de cette ambition, puisque un projet qui a été créé dans le Val-de-Marne n'avait pas cette ambition, n'allait pas aussi loin et n'a donc pas eu le succès qui pouvait en être attendu. Il est clair que s'agissant des futurs médecins que nous voulons contribuer à former sur Comble-la-Ville, les locaux seront mis gracieusement à leur disposition et à celle de leur maître de stage. C'est l'engagement de la commune. Et nous avons d'ores et déjà, comme je m'y étais engagé, pris des dispositions qui vont permettre que, dès les demandes formulées par ces médecins juniors, s'ils en ont le besoin, nous mettrons à leur disposition un logement communal pour qu'ils puissent, s'ils l'estiment utile dans le cadre de leur présence durant leur année de formation sur notre territoire, ne pas avoir de difficultés supplémentaires liées à des trajets trop longs entre leur domicile et leur lieu de dernière année de formation que serait notre commune, en situation, bien sûr, l'université dont ils dépendent pour le reste de leur temps. Nous prévoyons également de mettre un logement plus petit à disposition des internes des 3 premières années qui auraient besoin pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, également d'un hébergement sur place pour les mêmes raisons que celles que je viens d'évoquer pour les médecins juniors. Voilà où nous en sommes. Ça a pris du temps. Peut-être qu'on peut juger que ça a pris trop de temps, mais je peux vous garantir que ça a pris le temps qu'il fallait sans qu'on perde de temps, parce que nous n'avons pas cessé de dialoguer avec les uns, avec les autres, et dans un cadre suffisamment élevé en niveau, pour que je sois très heureux avec Muriel d'entendre nos partenaires de l'ARS, de l'URPS et de la CPTS nous dire combien ils applaudissaient ce projet, qu'ils jugeaient excellent et très porteur d'attractivité pour notre commune, et pas seulement pour notre commune, parce que je conclurai là-dessus. Il est clair que la CPTS de Sénart étant partie prenante dans l'élaboration du projet à nos côtés, je ferai en sorte, avec mes collègues maires de l'agglomération, qu'à partir de notre initiative, un complément soit effectué ailleurs sur les autres communes pour créer l'attractivité, bien sûr à Comble-la-Ville, mais l'attractivité à Sénart, puisque nous sommes dans le même bateau depuis longtemps et que ensemble nous serons certainement plus efficaces que sur le seul périmètre de notre commune. Voilà donc les quelques éléments que je pensais devoir vous apporter, en vous priant de m'excuser d'avoir peut-être été un peu long, mais ça me semblait mériter tout cela. Eh bien, je crois que nous avons achevé nos travaux. Merci à toutes et à tous. À très bientôt.